Alors, on y va. Donc, on va aujourd'hui voir les cardiomyos et les myocardies. Alors, on a vu ensemble, merci. On a vu ensemble, au début de notre module, l'électrocardiogramme, les pathologies concernant l'électrocardiogramme. On a vu ensemble les pathologies qui touchent les veines, le rétrécissement mitral, l'insuffisance mitrale, le rétrécissement aortique, l'insuffisance aortique. On a vu par la suite le syndrome coronarien aigu. En fait, c'est la pathologie la plus grave parmi les cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire les pathologies qui touchent les artères coronaires. Et puis, le dimanche, on a vu ensemble la pathologie qui touche l'aorte, c'est les anévrismes et la dissection de l'aorte. Et aujourd'hui, on va voir les pathologies qui touchent le muscle cardiaque. C'est-à-dire, ce n'est pas le nerf qui est malade qui en retentit sur le muscle. Ce n'est pas les artères coronaires qui ont retenti sur le muscle. Ce n'est pas la pathologie aortique qui a retenti sur le muscle, mais c'est le muscle lui-même qui est malade. Et dans les cardiomyopathies, il y a généralement, on les classe en 3 à 4 catégories. Vous avez la première catégorie, c'est ce qu'on appelle, nous, les cardiomyos. On dit cardiomyos parce que c'est le myocarde qui est touché. Cardiomyopathie. Il y a la cardiomyopathie hypertrophique. C'est-à-dire, ça suppose tout simplement que le muscle cardiaque, au lieu d'avoir une épaisseur normale, au contraire, il va avoir une épaisseur augmentée. C'est l'épaisseur de la paroi myocardique qui est hypertrophiée. Ça, c'est la première catégorie qu'on va voir. La deuxième catégorie, c'est les cardiomyopathies, ça c'est cardiomyopathie, voilà. Cardiomyopathie. Cardiomyopathie dilatée. Ça veut dire dilatée. Au lieu d'avoir des parois qui sont hypertrophiées, comme dans le cas de la cardiomyopathie hypertrophique, vous avez au contraire un ventricule, souvent avec une paroi très fine, et il est très dilaté. Et la paroi, elle est fine, et le ventricule, il est dilaté, et le ventricule ne bouge pas bien, ne se contracte pas bien. Et le débit qui passe dans l'aorte, il est trop faible pour assurer les besoins de l'organisme. Ça, c'est ce qu'on appelle les cardiomyopathies dilatées. À côté de cette catégorie, à côté de ces deux catégories, il y a une cardiomyopathie, les cardiomyopathies restrictives. Restrictive, ça veut dire tout simplement que le ventricule, il a une paroi d'épaisseur normale, il a une lumière ou une cavité qui est normale, mais vous avez un myocarde qui est pratiquement cartonné, qui ne se contracte pas, qui est figé. C'est comme du carton. C'est ce qu'on appelle la
assez restrictive. Ici, le ventre, la paroi, elle se contracte bien, mais elle est hypertrophiée. Ici, elle est plutôt mince et elle ne se contracte pas bien. Et la cavité, elle est large. C'est la cardiomyopathie dilatée. Et il y a la paroi myocardique. L'épaisseur, elle peut être normale. La cavité peut être réduite, peut être même normale. Mais c'est surtout, on a affaire à un myocarde qui est cartonné, comme si quelque chose qui est rigide, qui n'arrive pas à se relaxer et qui n'arrive pas à se contracter. C'est clair? À côté de ces 4 catégories, il y a ce qu'on appelle les cardiopathies arythmogènes du ventricule droit, ce qu'on appelle la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Mais généralement, ça rentre dans le cadre des cardiopathies du ventricule droit, mais sont très arythmogènes, ça donne beaucoup de troubles du rythme. C'est pour cette raison qu'on parle de dysplasie arythmogène du ventricule droit ou de cardiomyopathie du ventricule droit, arythmogène du ventricule droit. Donc, c'est la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Voilà. Donc, on va voir ces 4 catégories successivement durant ce cours-là. Alors, j'efface le tableau et je vous définis ce que ça veut dire une cardiomyopathie hypertrophique. La cardiomyopathie hypertrophique, généralement, c'est une maladie familiale. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde et la plus fréquente en Algérie. Elle peut exister sous forme familiale, comme elle peut exister sous forme sporadique, c'est-à-dire on trouve un seul dans la famille qui a la cardiomyopathie hypertrophique. C'est une maladie, par définition, c'est une maladie du sarcomère. Il y a des anomalies génétiques qui touchent le myofilament, de telle sorte que ce myofilament-là commence à augmenter de taille et donne une hypertrophie de la paroi myocardique. C'est ce qu'on appelle, nous communément, la maladie sarcomérique, parce que ça touche le sarcomère. La cardiopathie hypertrophique, elle touche 1 sur 500 habitants dans le monde. Si on prend 500 personnes, on trouve un, c'est-à-dire une incidence de 1 sur 500 personnes dans la population générale. Cette hypertrophie-là, il faut la distinguer de l'hypertrophie qui survient lors de l'hypertension artérielle. Quelqu'un qui est hypertendu, il y a un barrage barométrique dans la aorte. Le ventricule gauche, il est obligé de s'hypertrophier pour lutter contre cette hypertension. Là, c'est une hypertrophie qui est secondaire à l'hypertension. Un malade qui présente un rétrécissement aortique serré, il veut le sang à travers un orifice réduit. Il doit s'hypertrophier. Le ventricule gauche doit s'hypertrophier. Mais cette hypertrophie également, elle est secondaire au rétrécissement aortique. Donc, il y a des hypertrophies qui sont secondaires à l'hypertension artérielle, qu'on appelle hypertrophie ou la cardiomyopathie hypertensive. C'est une cardiopathie hypertensive. Ou bien le rétrécissement aortique, c'est ce qu'on appelle la cardiopathie valvulaire. C'est une hypertrophie secondaire à un rétrécissement aortique. Ça, c'est les 2 pathologies principales qui peuvent donner l'hypertrophie et peuvent poser un diagnostic différentiel avec la cardiomyopathie hypertrophique. À côté de l'hypertension artérielle et du rétrécissement aortique.
Vous avez toutes les maladies de surcharge. Il y a des maladies de surcharge qui peuvent donner des dépôts, par exemple la myélose. Elle peut donner des dépôts au niveau du myocarde, et le myocarde, il va augmenter de taille. Ça, ce n'est pas la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique. Ça, c'est une maladie de surcharge. Donc, nous, devant une hypertrophie de la paroi, on doit éliminer l'hypertension artérielle, on doit éliminer l'hypertrophie secondaire au rétrécissement aortique, en prenant la tension artérielle, en faisant l'échocardiographie pour voir si la valve aortique est normale. Et surtout, les maladies de surcharge, on cherche toutes les maladies qui peuvent donner des dépôts au niveau du myocarde. Si on élimine ça, c'est la maladie sarcomérique proprement dit, et c'est la cardiomyopathie hypertrophique génétique. Comment je fais le diagnostic? D'abord, comment il se présente le malade? Le tableau clinique, souvent, c'est quelqu'un qui devient dyspnéique. Pourquoi dyspnéique? Vous savez que quand il y a une hypertrophie, cette hypertrophie-là, elle va réduire la chambre de chasse. La chambre de chasse, ou bien la cavité du ventricule, elle est réduite. Si elle est réduite, le remplissage est réduit. Si le remplissage est réduit, le débit cardiaque est réduit. Le malade est dyspnéique. Le débit cardiaque il est réduit. Le malade il est asthénique. C'est un malade qui est hypertrophié. Les artères coronaires vont lui ramener du sang. Mais ce sang-là n'est pas suffisant pour irriguer cette paroi qui est très hypertrophiée. La paroi, chaque fois elle est très hypertrophiée, elle demande plus d'oxygène. Donc le myocarde lui-même, il commence à s'ischémier. C'est l'ischémie qui s'installe. Il va vous dire, j'ai mal au niveau du thorax. Cette ischémie-là, avec le temps, elle va laisser la place à la fibrose et à l'inflammation. L'inflammation puis la fibrose. Et qui dit fibrose, dit trouble du rythme. Le malade, il va venir, il vous dit, moi je sens des palpitations, docteur. Le malade, il est dyspnéique, il est asthénique, il a une douleur et surtout il a des palpitations. Et parfois, le pire des cas, le tableau le plus dramatique, c'est la mort subite. C'est quelqu'un, un jeune de 20 ans, il est en train de jouer un match et puis hop, il décède sur le terrain. On fait l'autopsie, on trouve un myocarde qui est très hypertrophié. On court vers la famille et on commence à faire l'enquête familiale. On fait les échos pour les membres de la famille, pour ses frères et ses sœurs, et on trouve qu'ils ont une cardiomyopathie hypertrophique familiale. Tout simplement parce que ce joueur-là n'a pas bénéficié d'un examen cardiovasculaire correct par le médecin qui devrait le faire. C'est clair? C'est ça la symptomatique. Le myocarde est hypertrophié. Si le myocarde est hypertrophié, vous allez trouver tous les signes qu'on a vus ensemble sur l'ECG, donc l'ECG avec la pathologie courante qui est l'hypertrophie ventriculaire. C'est-à-dire un chocolat supérieur à 35. Ça veut dire un cornet supérieur à 28 chez l'homme et supérieur à 20 chez la femme. Vous avez tous les critères de l'hypertrophie qu'on a vus ensemble dans le cours de la pathologie courante. Mais quel est le moyen qui nous permet de poser le diagnostic? C'est bien l'échocardiographie. En faisant l'échocardiographie, bien entendu, on trouve une hypertrophie de la paroi. On parle de la cardiomyopathie hypertrophique quand l'épaisseur d'une des parois, l'épaisseur d'une des parois est supérieure à 15 mm. En diastole, on mesure l'épaisseur en diastole, pas en systole. En systole, ça se contracte. Quand l'épaisseur, elle dépasse 15 mm, on parle de la cardiomyopathie hypertrophique. Si le malade est connu pour une cardiomyopathie hypertrophique, et on commence à faire l'enquête familiale, et on tombe sur une sœur ou un frère ou bien une sœur
qui ont une épaisseur supérieure à 13 mm. On dit qu'elle a la cardiomyopathie hypertrophique. C'est-à-dire, si le malade il a déjà des antécédents familiaux de cardiomyopathie hypertrophique, ou il a dans sa famille la cardiomyopathie hypertrophique, 13 mm, ça nous suffit pour dire qu'il a la cardiomyopathie hypertrophique. Maintenant, s'il est seul, on exige 15 mm. Donc, la vraie définition de la cardiomyopathie hypertrophique, elle est bien sûr sur l'imagerie. Et l'imagerie, généralement, c'est l'échographie, c'est l'échocardiographie la plus simple. C'est l'épaisseur d'une des parois supérieure à 15 mm. Ce que vous devez savoir, c'est que cette hypertrophie-là, elle peut être localisée. Et c'est ce qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a une paroi qui est hypertrophiée, le reste n'est pas touché par l'hypertrophie. Comme on peut avoir également une hypertrophie qui est généralisée, c'est-à-dire que ça touche toutes les parois, et ça s'appelle la cardiopathie hypertrophie concentrique. Il y a une distinction qui est plutôt, qui a des conséquences hémodynamiques. Cette classification, on dit que le malade, il a une cardiomyopathie hypertrophique obstructive ou non obstructive. Je vous explique. Vous avez un malade qui a une hypertrophie. La paroi, elle est comme ça, elle est très hypertrophiée. Ici, c'est là. Ça, c'est une paroi très hypertrophiée. Elle est concentrique. Mais le sang, quand il veut passer dans la haute, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est les piliers. Le sang, il va passer dans la haute, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est la corde concentrique. Et il y a une autre forme, c'est que l'hypertrophie, elle est localisée ici. Quand le sang, il veut passer dans la haute, il trouve un obstacle. Et ça s'appelle la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. C'est la cardiomyopathie obstructive. Et quand il n'y a pas cette obstruction-là, il y a une hypertrophie, mais il n'y a pas d'obstruction, on appelle cardiomyopathie non obstructive. Hypertrophie obstructive, hypertrophie non obstructive. Est-ce que c'est clair? Alors, si il présente la forme de la non obstructive, si vous auscultez le cœur, vous n'entendez rien, il n'y a pas de souffle. Tout est bon. Mais si le malade présente une cardiomyopathie hypertrophique obstructive, vous entendez un souffle systolique éjectionnel au foyer aortique, comme si c'était un rétrécissement aortique. Mais ce n'est pas un rétrécissement aortique. Dans le rétrécissement aortique, vous avez vu le cours avec le docteur Lekchel, et vous dit que le souffle, il irradie vers les vaisseaux du cou, avec irradiation. Mais dans les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives, il n'y a pas d'irradiation vers les vaisseaux du cou. C'est-à-dire, si jamais je vous pose une question, je vous dis que ce malade, j'ausculte chez lui un souffle systolique, éjectionnel au foyer aortique, sans irradiation. Vous pensez tout de suite à la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Si je vous dis que le malade ausculte chez lui un souffle systolique éjectionnel au foyer aortique avec irradiation au vaisseau du cou, vous pensez à quoi? Vous pensez au rétrécissement aortique. Est-ce que c'est clair? C'est l'irradiation qui vous fait que pour distinguer entre les deux. Ça, c'est l'auscultation. Bien entendu, si vous faites l'échographie, le diagnostic, il est clair. Le diagnostic dans le rétrécissement aortique, vous voyez les valves sont malades, calcifiées, maladie de Monckenberg, que l'orifice valvulaire est réduit.
Par contre, dans les cas de myopathie hypertrophique, la valve elle est normale, les sigmoïdes sont normales. Par contre, il y a une obstruction au niveau de la chambre de chasse et le ventricule, il est hypertrophique. C'est clair? Très clair. Maintenant, quels sont les examens complémentaires qu'on peut demander également? À côté de l'échocardiographie, bien sûr, vous avez examiné votre malade. Vous avez fait l'électrocardiogramme qui montre des signes d'hypertrophie ventriculaire. Vous faites l'échocardiographie. D'une part, vous confirmez le diagnostic et vous éliminez les autres diagnostics différentiels. Vous pouvez demander l'IRM cardiaque parce qu'avec l'imagerie par résonance magnétique, vous allez voir est-ce qu'il y a de la fibrose ou pas. Parce que premièrement, vous mesurez les parois, mais les parois, on peut les mesurer avec l'échographie. L'IRM, ça ne va pas vous apporter beaucoup de choses. Mais l'IRM, ça va vous servir surtout pour voir s'il y a de la fibrose au niveau du myocarde. Parce que qui dit fibrose, dit pronostic mauvais, dit trouble du rythme, dit risque de mort subite. Voilà la fibrose, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est le phénomène de rayon. On peut demander également chez ce malade la coronarographie ou le coroscan pour voir s'il n'y a pas des lésions coronariennes associées. Imaginez, à l'état normal, s'il a une hypertrophie, si les artères coronaires sont normales, il a déjà la douleur. Qu'en s'il a des lésions coronariennes associées? Ça va encore aggraver la situation. Et le pronostic, il devient très, très mauvais. Et plus important, ça reste les troubles du rythme, ça reste la mort subite. C'est ça les complications les plus graves. Alors, donc, les complications de la cardiopathie hypertrophique, c'est surtout les troubles du rythme. Mais quand le malade il arrive au stade d'insuffisance cardiaque, vous imaginez que ce myocarde, il s'est affaibli, même s'il est hypertrophié, il devient faible, il devient ischémique, il devient fibrosé, il n'arrive plus à se contracter. Là, il va développer des signes d'insuffisance cardiaque. Et généralement, quand le malade il développe les signes d'insuffisance cardiaque, c'est un signe de très, très mauvais pronostic. Ça veut dire les signes d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qu'il fait l'œdème aigu du poumon, il fait des rats crépitants, il fait des œdèmes des membres inférieurs, il fait des turgescences des jugulaires, le reflux hépatojugulaire, c'est-à-dire un tableau droit ou un tableau gauche, ou les deux à la fois. Et ça, c'est un signe de très, très mauvais pronostic. Les cardiomyopathies hypertrophiques, généralement, on donne les antiarythmiques. S'il y a un trouble du rythme, on traite par déjà, on fait la prévention secondaire par le défibrillateur implantable. Ce sont des malades qui font beaucoup de fibrillation auriculaire, donc s'ils font de la fibrillation, on doit les anticoaguler. Ce sont des malades, s'il s'agit de la forme concentrique, on ne peut rien faire. S'il s'agit de la forme obstructive, cette obstruction-là, on peut faire ce qu'on appelle la myomectomie. C'est-à-dire, on fait une chirurgie et on enlève cette obstruction-là. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On rentre avec un cathéter au niveau de l'artère septale, au niveau des artères coronaires, et on fait ce qu'on appelle une alcoolisation du septum. Mais l'alcoolisation du septum, l'alcoolisation du septum, ça veut dire qu'on injecte de l'alcool dans une artère septale. On va provoquer un infarctus. Si on va provoquer un infarctus, on va provoquer de la fibrose. La fibrose, c'est-à-dire cette zone, elle ne pourra plus se contracter. Si elle ne se contracte pas, elle ne va plus constituer l'obstacle. Mais le problème, elle va devenir très arythmogène. C'est-à-dire, quand on parle de fibrose, on parle de trouble du rythme. Les malades qui ont bénéficié de cette stratégie thérapeutique, ce qu'on appelle l'alcoolisation septale, c'est des malades qui ont fait beaucoup de troubles du rythme et qui sont décédés. Le meilleur moyen, c'est la myomectomie chirurgicale. On fait une chirurgie cardiaque et on enlève une partie du septum de telle sorte pour faire une bonne vacuité de la chambre de chasse. D'accord? Bien entendu, le traitement, il repose sur les antiarythmiques, le cours qu'on va voir la semaine prochaine, plus les bêta-bloquants. C'est un bon traitement également pour les cardiopathies hypertrophiques.
Je vais vous expliquer ça quand on fait les cours sur les antiarythmiques et les bêta bloquants. Plus, si le malade fait de l'insuffisance cardiaque, on donne le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et si le malade il a fait déjà une mort subite ressuscitée, on doit lui faire un défibrillateur implantable. Chose qu'on va voir dans le cours sur la thérapeutique non pharmacologique la semaine prochaine. Ça, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. C'est clair? C'est clair? Alors, maintenant, la cardiomyopathie dilatée. La cardiomyopathie dilatée, comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est qu'il y a une dilatation, comme son nom l'indique. Il y a une dilatation du ventricule. Et la fraction d'éjection ou la fraction ventriculaire gauche systolique, elle est basse. Alors, il se contracte bien, non, il est faible. Donc, avec une fraction d'éjection basse. La cardiomyopathie dilatée, la même chose. Qu'est-ce qui peut donner une dilatation du ventricule? Premièrement, on peut avoir des cardiomyopathies dilatées qui touchent le ventricule gauche seul ou qui touchent le ventricule gauche et le ventricule droit, les deux. C'est ce qu'on appelle généralement tétracavitaire. Parce que quand le ventricule gauche il est touché, l'oreillette gauche elle est touchée. Quand le ventricule droit il est touché, l'oreillette droite elle est touchée. Et quand les quatre sont touchés, on dit tétracavitaire. D'accord? Qu'est-ce qui peut donner une dilatation du ventricule gauche? On a vu le cours ensemble. Une insuffisance mitrale, la surcharge. Le ventricule gauche, chaque fois, il se dilate, jusqu'au jour où il arrive à un stade d'insuffisance cardiaque. Donc, une insuffisance mitrale, elle peut donner une dilatation. Mais ça, ce n'est pas la dilatation secondaire à l'insuffisance mitrale. Ça, c'est parce qu'il y a une atteinte des filaments du myocarde. Donc, ce n'est pas l'insuffisance mitrale qui a donné la cardiomyopie. Non plus, il n'y a pas d'insuffisance aortique, je fais l'écho. Il n'y a pas d'insuffisance mitrale, il n'y a pas d'insuffisance aortique. Ou s'il y a une insuffisance mitrale, c'est l'insuffisance mitrale qui est minime à modérée. Pourquoi? Parce que la dilatation du ventricule gauche par atteinte des filaments, ça entraîne une dilatation de l'âme mitrale. Et quand le mitral est dilaté, il entraîne une insuffisance mitrale, ce qu'on appelle l'insuffisance mitrale fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est une insuffisance mitrale contingente. C'est-à-dire provoquée par le ventricule gauche qui s'est dilaté. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'insuffisance mitrale importante qui a donné un ventricule gauche dilaté. C'est le ventricule gauche dilaté qui a donné une petite insuffisance mitrale. Est-ce que c'est clair? Donc, toutes les pathologies qui entraînent une dilatation. L'infarctus du myocarde, le syndrome coronarien aigu, antérieur étendu, le malade n'a pas été thrombolisé, le ventricule, il est mort, il est dilaté, il arrive au stade d'insuffisance cardiaque, il arrive au niveau des urgences. C'est quoi ça? Vous dites ça, c'est une cardiopathie ischémique ou c'est une cardiomyopathie dilatée? Si vous n'arriverez pas à faire la part des choses, si le malade vous dit j'étais en bonne santé, je n'ai jamais fait de syndrome coronarien, je n'ai jamais senti de douleur, je n'ai jamais. Là, vous soupçonnez la cardiomyopathie dilatée. Mais avec quoi vous confirmez? C'est la coronarographie. Dans le syndrome coronarien aigu qui a donné une dilatation, les coronaires sont bouchés. Par contre, chez quelqu'un qui a une cardiomyopathie dilatée, les artères coronaires sont saines. Il n'y a rien. C'est comme ça qu'on fait la part des choses. Donc, il y a plusieurs pathologies qui entraînent une dilatation. Mais là, ce n'est pas secondaire, ni à la cardiopathie ischémique, ni à l'insuffisance aortique, ni à l'insuffisance mitrale. Ça, c'est le ventricule lui-même qui est malade. C'est le myocarde lui-même qui est malade. D'accord? Alors, quand le myocarde ne se contracte pas bien, et qu'il est dilaté, et que la fonction systolique est altérée, il n'y a pas une bonne éjection et la pression télédiastolique, elle va augmenter. Elle va retrouver
on tire sur l'oreillette gauche, sur les veines pulmonaires, et le malade, il arrive au stade d'insuffisance cardiaque gauche. Il arrive au niveau des urgences avec des rats crépitants. Il atteint du ventricule droitier. Le malade, il arrive avec des œdèmes des membres inférieurs. Il arrive avec une sous-essence végiculaire, un reflux hépatogéniculaire, et hépatomégalie. Et le malade, voilà, il est dans un tableau d'insuffisance cardiaque globale. Vous faites l'échocardiographie. Faites l'échocardiographie, c'est elle qui vous permet de poser le diagnostic pour vous donner la définition. Ah, vous trouvez que le ventricule gauche il est dilaté, ou bien les deux sont dilatés, le ventricule gauche et le ventricule droit, et que la fraction d'éjection elle est basse, et qu'il n'y a pas de suffisance mitrale, il n'y a pas de suffisance, il n'y a pas de cardiopathie ischémique. Donc, c'est une cardiopathie dilatée. Électriquement, il y a des signes de surcharge. Donc, vous allez trouver un peu une surcharge. C'est une surcharge, mais attention, ici, on peut avoir un peu de tout. C'est ce qu'on appelle des signes bâtards. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, oh, c'est une surcharge diastolique. On ne peut pas dire, non, c'est une hypertrophie. On peut trouver un peu de tout, c'est-à-dire c'est lié à cette cardiomyopathie dilatée. Le rythme est sinusal dans un premier temps, mais à la fin, c'est une fibrillation auriculaire. Vous faites la radio du thorax, vous allez trouver une cardiomégalie. Vous allez trouver une pointe du bord gauche qui est plongeante. Ça veut dire que c'est le ventricule gauche qui est dilaté. Vous faites l'échocardiographie, vous confirmez votre diagnostic. Vous faites la coronarographie, vous dites c'est bon. Les artères coronaires sont saines, donc ce n'est pas une cardiopathie ischémique. Vous faites l'IRM. Ce n'est pas pour confirmer le diagnostic, mais pour voir le degré de la fibrose. Le traitement, c'est quoi? Généralement, c'est des malades qui se manifestent surtout par une urgence cardiaque. Les complications, c'est les troubles du rythme et les accidents thromboemboliques, c'est la règle. Le traitement, c'est celui de l'insuffisance cardiaque. Si c'est des troubles du rythme, on donne les antiarythmiques. Mais généralement, les cardiomyopathies dilatées sont de très mauvais pronostics, comme les cardiopathies hypertrophiques. Et le traitement idéal, c'est la transplantation cardiaque. On doit transplanter un autre cœur et changer le cœur de la personne. C'est ça les cardiopathies dilatées. Maintenant, les cardiopathies restrictives. Les cardiopathies restrictives, c'est la même chose. Le malade, il arrive avec une dyspnée, il a un cœur qui ne bouge pas, qui est cartonné. Ni hypertrophié, ni dilaté, mais cartonné. Donc, un mauvais remplissage, une mauvaise injection. C'est la dyspnée, c'est la sténie. À un stade plus loin, c'est la douleur thoracique, c'est les coups du rythme, c'est les palpitations. Il peut même faire une mort subite. Le malade se présente dans un tableau d'insuffisance cardiaque à un stade plus tardif. Électriquement également, vous allez trouver soit un microvoltage, parce que généralement, c'est un myocarde qui n'est pas hypertrophié, mais qui est cartonné, fibrosé. Donc, ça donne une faible amplitude du signal électrique. Donc, généralement, c'est bas volté. Rythme sinusal au début. Vous avez une fibrillation auriculaire à la fin. Vous faites une échocardiographie. Ah, voilà. Il est ni dilaté ni hypertrophié, mais il ne bouge pas. Il est figé. Il est cartonné. Il ne se contracte pas. Un mauvais remplissage. Une mauvaise injection. Également, c'est le traitement de l'insuffisance à un stade plus tardif. C'est l'insuffisance cardiaque. Également, le seul traitement ici, c'est la transplantation cardiaque. Vous voyez les différences? Reste la dysplasie arythmogène du ventricule droit. C'est quoi la dysplasie arythmogène du ventricule droit? En fait, c'est une cardiomyopathie du ventricule droit, localisée au niveau du ventricule droit. Le ventricule droit, sa paroi, elle se transforme en tissu fibreux adipeux. Il y a les cellules musculaires qui se transforment en cellules adipeuses avec de la fibrose. Et c'est la fibrose qui fait les troubles du rythme. Et le malade, généralement, il se présente. C'est une maladie, ce qu'on appelle la maladie des dysmosomes. C'est une maladie quand il y a une mauvaise connexion entre les cellules, de telle sorte que le signal électrique, il passe de façon très mauvaise entre les cellules, et surtout dans le ventricule droit.
C'est des malades qui font beaucoup de troubles du rythme, qui font beaucoup de fibrillation ventriculaire, de tachycardie ventriculaire. Le malade, généralement, il se présente aux urgences pour des palpitations. Vous faites le CG, vous allez trouver qu'il y a des troubles de repolarisation avec une entrée négative de V1, V2, V3. Et vous avez également un retard dans l'activation du ventricule droit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lampe epsilon. Si vous faites votre QRS normal, il est comme ça. En V. Dans les dysplasies, il est comme ça. Il y a un retard dans la partie terminale de QRS. C'est ce qu'on appelle lampe epsilon. Vous avez une onde de T négative qui va de V1, V2, V3, elle peut même jusqu'à V4. Qui peut même poser un diagnostic différentiel avec le syndrome coronarien sans décalage du segment S1. Et combien il y a eu des malades qui ont été considérés comme S1, à la fin, ils sont revenus dans ma consultation. J'ai découvert qu'il s'agit d'une dysplasie homogène du ventricule droit. C'est également une maladie génétique qui touche pratiquement la famille. On peut découvrir 2 à 3 personnes dans la même famille, entre frères et sœurs. Il y a des familles de dysplasie, il y a des familles qui sont toutes mortes par la dysplasie homogène du bébé. La complication la plus grave, c'est quoi? C'est les troubles. Avec le ventricule-là droit, qui est dilaté, qui est anévrismal, c'est un ventricule droit qui est fait comme ça. Si on fait des coups, on voit que le ventricule droit, il est fait comme ça, il est festonné. Il est anévrismal. Pas un ventricule droit normal. On fait l'IRM cardiaque, on voit que dans la paroi, il y a une transformation fibro-adipeuse. Il y a beaucoup de cellules adipeuses et il y a beaucoup de fibrose au niveau de la paroi. Et avec un stade plus tardif, le malade va faire de l'insuffisance cardiaque de droite. Et combien j'ai appareillé des malades par des défibrillateurs pour la dysplasie, mais malheureusement, ils sont revenus avec un tableau droit. Et là, le traitement pour le tableau droit, si le malade arrive à un stade de déchéance droite, c'est la transplantation cardiaque. Voilà pour les cardiomyopathies. Hypertrophiques, dilatées, restrictives et dysplasie articulaire. C'est facile, non? Représentant de tes camarades. Si tu as des questions, c'est encore mieux. Comme ça, je vois que si j'ai pu transmettre les informations. On passe au deuxième. Pour la myocardite, c'est comme ça, c'est l'inflammation du myocarde. C'est une atteinte du myocarde. Et combien il y a de myocardite suite au virus? Et maintenant, on parle de myocardite du Covid. Vous savez que j'ai 2 malades qui ont été hospitalisés dans le service. Et pour le moment, il y a plusieurs cas suspects, mais 2 qui sont confirmés. On a fait même hier le coroscan et on a trouvé que c'était des myocardites. C'est quoi la myocardite? C'est une inflammation du myocarde, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que le myocarde, il est en pleine inflammation. Ici, si l'inflammation va entraîner une diminution de la contraction, c'est le tableau d'essence cardiaque. Il y a même des chocs, des états de choc cardiogéniques suite à une myocardite suraiguë, qu'on appelle suraiguë, un tableau foudroyant. L'inflammation du myocarde également peut entraîner des troubles du rythme. C'est des malades qui font de la mort subite. Et l'inflammation du myocarde, surtout, elle donne ce qu'on appelle un tableau qui s'appelle la douleur thoracique. C'est le syndrome douloureux thoracique. Le malade, il arrive au niveau des urgences avec une douleur thoracique. Donc, les malades sont rentrés dans le service. Le résident, il les a considérés comme syndrome coronarien aigu sans décalage du segment ST. Mais quand j'ai revu les malades, j'ai revu leurs ECG, j'ai trouvé que c'était plutôt des myocardites. On a fait les sérologies du Covid, on a trouvé que c'était des Covid. On a fait l'IRM, on a confirmé les diagnostics. Vous voyez comment on fait le... Maintenant, le syndrome coronarien aigu, le diagnostic différentiel du syndrome coronarien aigu, c'est les myocardites. Vous savez que ça donne pratiquement le même signal.
un cyste décalé du segment ST. Mais le cyste décalé du segment ST, généralement, il est diffus. Alors que dans le syndrome coronarien aigu, il est localisé. Il peut être antérieur étendu, il peut être inférieur, il peut être inférieur basal, latéral haut, latéral bas. Mais là, c'est diffus. Et ce n'est pas la même chronologie. Vous avez vu la chronologie du syndrome coronarien aigu avec cyste décalé du segment ST. Maintenant, il n'y a pas que le virus. Il y a plusieurs pathologies qui donnent la myocardie. Les myocardites infectieuses, les myocardites virales, les myocardites auto-immunes. Vous savez que les malades, les femmes en postpartum, elles peuvent faire ce qu'on appelle les myocardites. Et cette myocardite, elle peut évoluer vers ce qu'on appelle le middle. Ce qu'on appelle le middle chez la femme. Ça, c'est une pathologie qui touche réellement le myocarde chez la femme et donne une altération en postpartum parce que la femme, quand elle a un fœtus, son corps, il croyait que le fœtus, c'est un corps étranger. Donc, il va développer des anticorps contre lui. Mais en fait, les anticorps ne peuvent pas toucher au fœtus. Il est bien protégé par le placenta de la maman. Et ces anticorps-là, ils vont cibler le cœur de la maman, ils vont attaquer le cœur de la maman. Ce qu'on appelle la cardiopathie du postpartum ou péripartum. Ça survient durant que la femme elle est enceinte. Il y a plusieurs pathologies qui touchent. Toxique, par exemple. Tout ce qui est toxique peut entraîner une myocardie, mais qui est réversible avec le temps, qui va disparaître avec le temps. Le malade, il peut donc restituer sa fonction ventriculaire gauche. Électriquement, ça ressemble au syndrome coronarien aigu, donc il faut faire très attention. Moi, personnellement, j'ai trombolisé plusieurs malades en tout en croyant que c'était des syndromes coronariens aigus, ST+, et à la fin, en faisant le diagnostic de façon rétrospective, ça s'est avéré que c'est des myocardites. On a fait la choro normale, on a fait l'IRM, c'est de la myocardie. Donc, biologiquement, le bilan inflammatoire est très perturbé, CRP fibrinogène, EBS. Si vous faites l'échocardiographie, vous avez soit une bonne fonction VG, donc ça élimine tout de suite l'infarctus ou le syndrome coronarien aigu, soit une fonction VG altérée et ça pose un diagnostic différentiel.